Un spectre hante l'Europe. Xénophobie et populisme de droite. Les actes de violence envers les réfugiés se multiplient. Les incendies de foyers d'hébergement, notamment, ont pris d'inquiétantes proportions. La haine de l'étranger est le ciment de l'extrême droite. Il y a plus de 70 ans, le racisme et le nationalisme ont mis le continent à feu et à sang. Aujourd'hui, certains exhument de vieilles idéologies trop bien connues. Des partis populistes de droite enchaînent les victoires électorales. Ils raflent des sièges de députés à coups de discours extrémistes. Le vernis de respectabilité des anciens démagogues a volé en éclats depuis bien longtemps. C'est tout un continent qui semble dériver vers la droite la plus dure, avec quelques variantes nationales. Nous allons mener une enquête sur les nouveaux partis de droite radicale en Europe. Comment sont-ils organisés? Quels sont leurs objectifs? Pourquoi séduisent-ils une part importante de la population? Quels sont les enjeux pour les Européens? Il semblerait que la peur de l'étranger soit un sentiment très répandu, que nous aurions hérité de nos lointains ancêtres. Des scientifiques avancent qu'elle sommeillerait en chacun de nous. Autrefois gage de survie, la peur de l'étranger est aujourd'hui récupérée par la droite populiste à des fins politiques. Surtout dans l'ex-Allemagne de l'Est, qui perd des habitants et où l'immigration pourrait être un atout. Dresde. Son centre historique est le quartier populaire de Prolis. Une permanence est ouverte à l'annexe locale de la mairie une fois par semaine. Il y est souvent question de l'afflux de réfugiés. Un employé de l'ONG catholique Caritas reçoit les doléances des riverains. Il les écoute pour combattre leur peur. Ici, en Allemagne, quand quelqu'un dit qu'il est contre la politique d'asile menée par le gouvernement, on l'accuse d'être xénophobe ou d'extrême droite. La crise des migrants a besoin d'un exutoire. Et je suppose que ce déferlement de violence et toutes ces attaques en sont la manifestation. Ces gens étaient déjà là quand l'hiver est arrivé. Il fallait les loger. C'était difficile pour Dresde, qui est la capitale du Land, de dire « Nous avons ce foyer d'hébergement, mais les habitants sont contre. Nous pourrions loger les réfugiés dans ce gymnase, c'est l'hiver, il fait froid, mais les habitants s'y opposent. Que vouliez-vous que fasse la municipalité ?» Tout ça, c'est la faute de Mme Merkel. Elle répète partout « Nous allons faire ceci, cela ». Elle aurait dû dire « Je vais faire ceci, cela ». Les Allemands ont l'impression de se faire marcher dessus. Le nombre d'étrangers vivant en Saxe est faible. Or, c'est justement dans cette région d'Allemagne que l'animosité est la plus forte. La peur de l'étranger est toujours plus vive là où il n'y a pas d'étrangers, justement parce que ce sentiment de peur qui naît dans le psychisme ne se heurte à aucune réalité. Pour le dire autrement, toutes les études montrent que la peur est la moins forte là où les gens sont en prise directe avec une population étrangère. On parle de peur, mais de quelle peur s'agit-il au juste? Il s'agit de la peur du changement, de la peur de perdre ses privilèges, son statut. Auquel cas, le terme de peur n'est peut-être pas le mieux adapté. Le comité consultatif du quartier de Leuben, à Dresde, est une sorte de parlement local où on dialogue avec les citoyens inquiets. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Unterbringung von Flüchtlingen hier bei uns im Ortsamtsgebiet. Seit Anfang dieses Jahres sind uns 540 Personen zugewiesen worden, die die Landeshauptstadt untergebracht hat. La séance se déroule dans le calme. Ce n'est qu'après les débats proprement dits que les récriminations s'expriment. Il faut décharger les écoles et les gymnases.
Pourquoi on continue de tous les entasser là au lieu de chercher d'autres solutions? Vous êtes contre les étrangers et les réfugiés. Vous dites des idioties. Vous feriez mieux d'interroger la majorité des habitants de ce quartier, les riverains des rues Spremberger et Boxberger, qui subissent des nuisances toutes les nuits. Vous exagérez les difficultés. Je n'exagère rien du tout. Bien sûr que si. Je n'exagère rien. Vous avez une perception déformée de la réalité, comme 80% de nos concitoyens. Merci de me compter parmi les citoyens. Pas de quoi, au revoir. Les réfugiés sont perçus comme une menace pour les valeurs culturelles et sociales. Évacuer ces craintes de façon rationnelle relève de l'impossible. D'un seul coup, cet étranger que l'on ne connaît souvent pas, surtout dans la partie est de l'Allemagne où il y a très peu d'étrangers, cette chose un peu fantasmagorique, elle est présente physiquement. Eh bien, cette nouvelle Allemagne où ils ont enfin trouvé leur place soit remis en cause par cette invasion, pour reprendre un terme souvent utilisé. C'est aussi la méfiance envers les étrangers qui pousse la milice pro-Chemnitz à patrouiller de nuit à Ebersdorf. C'est plus à des fins dissuasives. Si des demandeurs d'asile ou d'autres criminels viennent par ici, ils nous voient patrouiller. Et ils se disent qu'ils risquent d'être vus. Dans le quartier, on craint le pire. Personne ne le dit, mais tout le monde a peur qu'Ebersdorf ne se transforme en ghetto. Le centre d'accueil s'agrandit de plus en plus. Certains réfugiés, naturellement, restent dans la région où ils connaissent déjà du monde. Des gens parlent leur langue. Ça va faire comme dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. Il y en a un qui s'installe, puis deux, puis trois, et ils finissent par implanter leur culture. Avec 350 réfugiés, le centre de premier accueil n'est qu'à moitié occupé. Mais une trentaine de personnes font des rondes, convaincues que l'ordre et la salubrité publique sont en danger. La ville a mis un panneau, dépôt d'ordures interdit. Et les gens jettent tout et n'importe quoi. Regardez, je ne sais pas ce que c'est exactement. Tenez, ici vous avez un billet de train. Gare de Munich, Ratisbonne. Je suppose que ça vient des demandeurs d'asile. Car pourquoi quelqu'un qui habite ici le jetterait par terre alors qu'il n'a que 3 mètres à faire pour le mettre à la poubelle? Elle est pourtant visible, la poubelle. Pour les habitants de ce quartier, l'intégration des réfugiés n'est qu'une chimère. On a des mentalités différentes, et ça ne date pas d'hier. Ça n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Si j'avais une écurie et que j'y mettais une vache, elle ne deviendrait jamais un cheval au bout de 3 ans. Elle resterait une vache. Et elle ne hennirait pas non plus, elle continuerait de meugler. Cette nuit, les rues sont vides. Ni réfugiés, ni criminels, ni riverains à protéger. Le hasard veut que Madame Puder sorte de chez elle. Nous ne voulons ni musulmans ni temples dans notre quartier. Vous voulez dire des mosquées? Oui, des mosquées. Je ne trouvais pas le mot. Vous définiriez-vous comme étant de droite? Je vais vous dire, j'ai reçu une éducation chrétienne. J'ai longtemps été croyante. Mais ce qui se passe là, ça m'a dégoûtée de l'Église. Je n'y mets plus les pieds car je ne supporte plus d'écouter leurs sermons. Ils oublient leurs propres ouailles et ne prêchent que la solidarité avec les étrangers. Pro-Chemnitz siège au conseil municipal. Aux dernières élections, ce parti plutôt marqué à droite a recueilli presque 80% des voix à Ebersdorf. Les réfugiés incarnent une déclinaison du groupe d'étrangers classiques qui cristallise la haine de nombreuses personnes qui sont un peu désorientées ou amères. Beaucoup de gens peuvent se fédérer contre cette catégorie prétendument nouvelle sans qu'il y ait tellement de barrières. La Hongrie est devenue le fer de lance de la politique de fermeture des frontières. Et elle tourmente ses propres minorités. La ville de Tiszavászvári, dans l'est du pays, est dirigée par le Jobbik,
un parti d'extrême droite qui s'est fait élire sur la peur inspirée par les Roms, qui représentent 30% de la population et qui vivent dans une extrême pauvreté. Le maire a invité ses camarades de parti à une tournée d'inspection. L'association de la Légion de l'honneur, fondée et dirigée par Mihaly Zoltánoros, est censée veiller au maintien de l'ordre dans la cité en déshérence. Quoi de neuf? Je vois que tout est bien propre. Bien sûr, on est là pour entretenir la cour. Bon courage. Je vois que vous avez mis une clôture ici. Elle est là depuis longtemps? Depuis 30 ans. Très bien. Les légionnaires n'ont aucune légitimité pour effectuer cette visite très médiatique. Ils ne sont là que pour intimider. Vous voulez nous faire une mauvaise réputation. Vous vous en chargez très bien vous-même en mentant. C'est une provocation du Jobbik. Vous venez narguer les Roms de Tisavashvili. N'importe quoi. Tu vois, c'est ce genre d'idiotie qui se propage parmi les gens d'ici. C'est pas une idiotie. Vous venez nous provoquer. Sur les 700 000 Roms que compte la Hongrie, les 2 tiers vivent dans le dénuement le plus total. L'intégration, c'est un mot inconnu ici. Ceux qui sont défavorisés ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Les problèmes sont partout les mêmes. C'est comme les symptômes d'une maladie. Il faut les traiter partout de la même façon, que ce soit à Erpatak, Tisavashvili ou Berlin. Nous avons un système de valeurs à défendre et nous mettons en œuvre un processus pour guérir ceux qui sont malades. En Allemagne aussi, la question des migrants pourrait très bien être traitée de cette façon. En Hongrie, le parti du Jobbik est la 3e force politique. Il est hostile à l'Union européenne, prône un nationalisme agressif et alimente les vieux stéréotypes de l'ennemi. Ce suicide, qui a commencé avec la crise des migrants, aboutira à la mort de l'Union européenne. Les Hongrois ne se sont pas laissés faire. Le Jobbik a réussi à protéger la patrie contre l'invasion de réfugiés et le chaos. Ce n'est pas chez nous que des femmes ont été violées par des migrants, c'est à Cologne. Je ne peux que conseiller à nos amis allemands de rompre avec le libéralisme, de penser à leurs propres intérêts et d'agir en conséquence. C'est ainsi qu'il faudrait se débarrasser des Roms dans l'intérêt des Hongrois. Menacer au lieu d'aider, telle est la devise ici. Plus le Jobbik gagne en influence, plus les droits des minorités sont rognés. Ils vont commencer par les migrants, et puis ce sera le tour des minorités ethniques. Chinois, Roms, Juifs, etc. Retour à Dresde, la ville où depuis 1 an et demi, chaque lundi, le mouvement Pegida manifeste. En avril 2015, Geert Wilders, un populiste de droite néerlandais, considéré comme un modèle par de nombreux partisans de Pegida, y a été reçu comme un chef d'État. Des milliers de patriotes étaient rassemblés, unis dans leur peur d'une invasion étrangère. Frau Merkel, die Mehrheit ihres Volkes ist der Meinung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Wir wollen ja kein Monokultur, sondern wir möchten, dass unsere eigene jüdisch-christliche Kultur die Leitkultur in unserem Land bleibt. La foule applaudit le provocateur. Il devrait y avoir plus d'hommes de sa trempe en Allemagne. Pourquoi n'y en a-t-il pas assez, à votre avis? Il est sincère et courageux, des qualités qui sont devenues rares en Allemagne. Ce qui soude les partisans du mouvement islamophobe, des peurs diffuses ainsi que certaines thèses fumeuses. Il y a 6 milliards d'habitants sur la planète. J'ai beaucoup voyagé et j'ai vu 4 milliards de pauvres. Et vous croyez qu'ils sont tous en train de venir en Allemagne? Ce sont surtout des réfugiés économiques qui viennent chez nous. Nous ne sommes pas racistes. Nous sommes tout ce qu'il y a de plus pacifique. Nous les aidons comme nous pouvons. Mais tout ça risquerait peut-être d'engendrer un nouvel holocauste. Des citoyens en colère, entre panique et paranoïa. Le problème, c'est que ce qui n'était pas dit ouvertement il y a quelques années est soudain devenu
un sujet de discussion acceptable. Avec tout ce qu'on voit en ce moment, il faut s'attendre à un retour de flamme. Nous recommençons à embrasser des idées et commettre des actions dont nous avons eu tout le mal du monde à nous débarrasser. Euderan, en Saxe, abrite une Allemagne miniature. On y a installé un marché de Pâques. Tradition et artisanat y sont à l'honneur. C'est la quintessence de l'identité saxonne. Pourtant, depuis la réunification, cette région de l'ex-RDA a perdu des milliers d'habitants. Et ceux qui restent estiment que leurs traditions séculaires sont en danger. L'afflux de migrants n'est pas perçu comme une chance, mais comme une menace. Ils apportent leurs coutumes avec eux? Oui, ils apportent leurs propres coutumes. Notre pays doit préserver les siennes et ne doit pas se laisser étouffer par les traditions étrangères. Vous avez peur? Oui, j'ai très peur. Qu'elle soit réelle ou imaginaire, la peur de l'étranger apparaît comme une réalité tangible pour les personnes concernées. C'est une grossière erreur de croire que l'on peut lutter contre cette peur par la sensibilisation ou par des arguments rationnels. Les préjugés ne sont pas des erreurs. Ils ont une utilité pour la personne. Si je peux diviser le monde entre ceux qui sont bons parce qu'ils appartiennent au même groupe que moi et ceux qui sont mauvais parce qu'ils n'en font pas partie, parce qu'ils viennent d'ailleurs, ça m'aide. Mais si un scientifique vient me dire « Mon ami, tu as une vision erronée du monde », alors j'ai peur, non pas de l'étranger, mais de me voir dépossédé de mes préjugés et de perdre ainsi tous mes repères. Que pensent les immigrés des réfugiés? Le quartier de Kietz, à Francfort, compte une très forte proportion d'étrangers. 180 nationalités différentes s'y côtoient. Les nouveaux arrivants ne provoquent pas vraiment l'euphorie. Mais pour le policier Michael Hennes, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ce qui l'inquiète davantage, tout comme les habitants du quartier, c'est le résultat des élections municipales. Bonjour Gisela. Bonjour. Ça va? Je suis atterrée. À Budingen, les nazis ont obtenu 14,8% des voix. C'est pour ça qu'on s'est battu pendant 70 ans, qu'on s'est battu pour la démocratie. C'est pas possible. Ne t'énerve pas, il y aura de nouvelles élections. On va quand même se coltiner ce guignol pendant 5 ans. Malheureusement, on n'y peut rien. 5 ans. Une démocratie doit être capable de le supporter. Il faudrait faire passer des examens pour savoir si les gens sont mûrs pour la démocratie. Dans le quartier de la Gare, la population d'origine étrangère représente près de 50%. Mais chez les immigrés installés de longue date, l'arrivée de nouveaux réfugiés provoque un certain malaise. Après tous leurs efforts pour s'intégrer dans la société allemande, ils craignent d'être victimes d'amalgame. Ils sont là depuis à peine 2 jours, qu'ils ont déjà quelque chose à se reprocher. Est-ce qu'il faut les expulser? En tout cas, ils sont source d'ennui. Par exemple avec le trafic de drogue. Il n'y a pas pire fléau que la drogue pour une société. Ils se retrouvent transplantés dans un pays qui leur est totalement étranger en 1 ou 2 mois. Comment voulez-vous qu'ils s'adaptent ou qu'ils sachent comment se comporter? D'accord, ils fuient la guerre. On ne va pas leur en vouloir pour ça. Mais est-ce qu'on ne leur a jamais appris les bonnes manières? Ils sont là à s'agglutiner et à reluquer les femmes. Ces choses-là ne se font pas. Depuis les agressions de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, le sentiment de rejet a pris le dessus. Quand on parle d'étrangers musulmans, on pense tout de suite aux Turcs. Et évidemment, ça nous retombe dessus. Dès qu'un homme a les cheveux noirs, c'est forcément un Turc. On ne va pas chercher plus loin. Ce n'est qu'après qu'on se pose la question de savoir s'il est turc ou européen. C'est pour cette raison que les nouveaux immigrés peuvent nuire à notre communauté. Les immigrés de longue date craignent de devenir les victimes de nouveaux préjugés.
On a tendance à vouloir fermer la porte derrière soi. C'est une façon de montrer aux Allemands de souche qu'on est bien intégrés. On est un peu leur porte-voix, on dit tout haut ce qu'ils pensent peut-être tout bas mais n'osent pas faire. Par exemple, dénigrer ouvertement les réfugiés. On manifeste sa propre appartenance et en même temps, on se démarque des nouveaux arrivants en les dénigrant. Je pense que ces personnes, ces immigrants ou ces immigrés plus anciens, ont l'impression ou craignent que leur intégration, qui n'a pas toujours été facile, qui leur a demandé beaucoup de travail, soit remise en cause. Il y a aussi une rivalité un peu entre ceux qui seraient les vrais immigrés d'autrefois et puis les nouveaux qui seraient des immigrés économiques un peu suspects. En Hongrie, la campagne contre les migrants a aggravé la xénophobie. Même les Roms commencent à ressentir les effets de la crise des réfugiés. À Tisavasvári, on est insensible à la misère. Si certains habitants n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité, on leur coupe le courant tout simplement. La ligne électrique a été coupée. Les gens n'ont pas d'argent pour payer l'électricité. Où le trouveraient-ils? Dans le quartier des Roms, il n'y a ni tout à l'égout, ni ramassage des ordures. Pour gagner des électeurs, l'extrême droite a déclaré la guerre à cette minorité honnie. La situation des Roms est sans issue. Le frigo est vide parce qu'on ne trouve pas de travail et que seul un adulte par famille a droit aux allocations. Elle s'élève à 75 € par mois. Comment voulez-vous que je paie l'électricité et que j'achète à manger avec ça? On avait un contrat aidé, mais il n'a pas été prolongé. On attend toujours nos derniers salaires. Que le taux de criminalité soit ici supérieur à la moyenne du pays n'étonne personne. La devise du parti nationaliste Jobbik, le droit et l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ils doivent apprendre les règles de la vie en société. Pardon, pas d'interview. Désolé, je ne savais pas. Tu pouvais pas le savoir. Vous aurez besoin de l'accord de M. János Follner pour utiliser cette interview avec M. le député Csaba Győr. À Tisavasvári, les bénéficiaires de l'aide sociale sont obligés d'effectuer un travail pénible et absurde dans le cadre d'un programme intitulé « Ordre et honneur », qui n'est qu'une machine à brimer. C'est du racisme officialisé au cœur de l'Europe. Le risque existe que si l'Europe d'un côté n'arrive pas à se mettre d'accord pour trouver des solutions, si les solutions ne sont pas mises en application, parce que parfois on prend des décisions mais elles ne sont pas appliquées. Bref, si tout cela augmente et si le nombre de réfugiés qui arriveront en 2016 n'est pas sensiblement inférieur à celui arrivé en 2015, les partis populistes et nationalistes ne peuvent que se frotter les mains. Le plus tragique, c'est que tout cela se fait aux dépens du projet européen. Cela porte également préjudice aux réfugiés qui n'y sont strictement pour rien et qui sont parfaitement en droit d'obtenir l'asile où ils le souhaitent. Dans le quartier de Leuben, à Dresde, où la proportion d'étrangers est inférieure à 1%, en septembre 2015, des riverains en colère ont répondu à l'appel du NPD, le Parti national-démocrate d'Allemagne. Ils manifestaient contre la création d'un centre d'accueil pour réfugiés. Frau Merkel, wir wollen nicht, dass da drüben auf der anderen Straßenseite irgendwelche Leute hineinkommen, denen sie beim Ansturm auf unsere Grenzen einfach nicht Herr geworden sind. Frau Merkel, wir fordern unsere Sicherheit. Moi, personne ne me donne rien. Personne ne me donne de l'argent de poche. Et eux, ils arrivent chez nous et ils ont droit à tout. Nous, ce qu'on voit, c'est que des étrangers s'installent chez nous et que des Allemands sont à la rue. Pourquoi on ne fait pas d'abord quelque chose pour les loger, eux? Pourquoi on ne leur donne ni vêtements ni argent aux sans-abri allemands? Hein? Pourquoi? La coupe est pleine.
On refuse de tolérer plus longtemps cette situation. C'est-à-dire? Si les marches pacifiques ne suffisent pas, on va envisager des actes de désobéissance civile. Vous dénoncez la criminalité. Mais ce que vous prévoyez de faire incite à la violence, non? On défend nos valeurs et notre patrie. 6 mois après l'effervescence de la fin de l'été 2015, le climat s'est détendu. Les réfugiés ont fini par emménager à 3 km d'ici. Les vieilles peurs, envolées en grande partie. Je n'ai pas à me plaindre. Il n'y a pas de problème. Pas de problème? Non, pas pour moi en tout cas. On n'entend absolument rien. Ils sont corrects. Ça a beaucoup changé à Prolis. On voit beaucoup de gens à la peau basanée. Dans le train, on entend plein de langues différentes. Mais bon, ça ne me dérange pas. La situation des réfugiés émeut la population. La solidarité et la compassion le disputent à la peur et à la haine. D'après les sondages, la moitié des Allemands restent plutôt ouverts à l'immigration et accueillants envers les réfugiés, et se disent prêts à les intégrer dans la société. Même si ce ne sont pas ces voix-là qu'on entend le plus. La peur qui s'efface dès qu'arrivent les réfugiés est un phénomène observé à Goldzow, dans le Brandebourg. Les Ahmad, une famille syrienne, vivent depuis 9 mois dans ce village de 840 habitants et se sont parfaitement intégrés une fois surmontées les réserves initiales des habitants. J'avoue que j'étais un peu réticente à cause de tout ce qu'on voit à la télévision. Mais M. Schütz, le maire, nous a rassurés et tout le monde a fini par s'entendre. Oui, moi aussi. Vous avez appris à vous connaître et vos craintes ont disparu? Oui. Martina adore les enfants. Ils aiment tellement les enfants. La classe de CP de l'école primaire allait fermer faute d'un nombre suffisant d'enfants. Pour empêcher cela, le maire a accueilli au village 3 familles de réfugiés avec enfants en âge d'être scolarisés. Une solution qui a satisfait tout le monde. Trois enfants ont été scolarisés et ont sauvé la classe de CP de Goldzow. Et vous dans tout ça? C'est mon poste qui est aussi en jeu. S'il n'y a plus de classe de CP, ce sera un cercle vicieux. S'il n'y a plus de nouveaux enfants, il n'y aura plus de crèche non plus. Et mon poste sera supprimé. C'est donc aussi une grande chance? Oui, absolument. On est content. Goldzow souffre en outre de l'exode rural. L'arrivée de jeunes familles pourrait inverser la tendance. L'hospitalité des villageois aide Fadi Ahmad à tirer un trait sur le passé. La guerre civile, l'exil, 2 traversées à haut risque en Méditerranée. Après 3 jours en mer, sa famille et 345 autres réfugiés ont été secourus par les gardes-côtes. Là, c'est ma femme. La petite dernière, Kamala, Buran et moi. Et tous les autres. Halima est préparatrice en pharmacie. Fadi, agent immobilier. À Latakia, en Syrie, ils avaient une vie bien réglée, avec un appartement en bord de mer et une maison de campagne. À Goldzow, ils ont une chance de repartir à zéro, même s'ils ont toujours su que ce n'était pas gagné d'avance. Un autre climat, d'autres gens, un autre pays. Ça me faisait un peu peur. Mais ici, tout le monde me dit bonjour et me souhaite la bienvenue au village. Je voudrais remercier tous les habitants de Goldzow de nous avoir accueillis si chaleureusement.
Merci de tout cœur. De nouveaux réfugiés devraient bientôt arriver. Le village est l'exemple vivant d'une intégration réussie. Quand on considère les gens en bloc, on n'arrive pas à se mettre à leur place. On est beaucoup plus sensible au destin individuel. Grâce au débat autour des réfugiés et au fait que l'immigration ne s'arrêtera plus jamais, nous avons désormais l'occasion de faire taire ceux qui prétendent que l'Allemagne n'est pas un pays d'immigration. Et ce sera l'occasion de développer une nouvelle définition de la citoyenneté allemande. Les Ahmad trouveront-ils du travail à Goltzow? Pas sûr. Comment réagiront les habitants à l'arrivée d'autres réfugiés? Nul ne le sait. Aux élections régionales de 2014, le parti Alternative pour l'Allemagne a remporté 1 voix sur 10 à Goltzow. Récemment, le parti nationaliste Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, a fait son entrée dans 3 nouveaux parlements régionaux. Dans le Land de Sachsen-Anhalt, il a obtenu 24,2% des suffrages. L'AfD est-il en train de s'implanter en Allemagne comme l'ont fait les partis d'extrême droite en France et en Pologne? Pour répondre à cette question, nous allons rencontrer les stratèges de ces différentes formations politiques. Premier sur la liste, Konrad Adam, ancien journaliste au grand quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il est le cofondateur de l'Alternative pour l'Allemagne. L'Aar, dans la forêt noire, il y a environ 1 mois. L'Alternative pour l'Allemagne est dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. Konrad Adam rend visite à ses compagnons de parti. Il a été membre de la CDU, l'Union des chrétiens démocrates, durant 30 ans. Il donnait son appui à un cercle conservateur qui s'opposait, entre autres, au plan de sauvetage de l'euro du gouvernement allemand. N'ayant pas obtenu gain de cause, il a alors eu l'idée de créer sa propre formation politique. Durant plusieurs semaines, il multiplie les déplacements pour apporter son soutien à son nouveau parti. Aujourd'hui, c'est calme, mais les candidats rencontrent souvent des adversaires. La concurrence est-elle sage ou plutôt dérangeante? Si elle était trop sage, nous serions moins motivés. Et l'action antifasciste, elle vous cause du souci? Aujourd'hui, elle nous a ignorés. Mais elle nous a déjà honorés de sa visite. Estimez-vous heureux? L'indifférence est ce qu'on a de mieux à espérer de sa part. En apparence, les militants de l'Alternative pour l'Allemagne semblent modérés, voire candides. Ici, dans le Bade-Württemberg, le parti a récolté 15,1% des suffrages. Dans le Land voisin de Rhénanie-Palatinat, 12,6%. Il semble poursuivre une double stratégie. Björn Höcke, le responsable du parti en Thuringe, a le goût des saillies nationalistes et sait entretenir le buzz sur YouTube. Erfurt, liebe Freunde, ist nicht Spieße. Erfurt ist schön. Erfurt ist schön deutsch. Und schön deutsch soll Erfurt bleiben. Il cible un public bien précis. Moi, je refuse d'entrer dans ce jeu-là. Je n'ai pas envie de pêcher dans les eaux troubles où Björn Höcke et d'autres jettent leurs filets. Konrad Adam prend ses distances avec la frange extrême du parti, mais reste dans le parti. L'ambivalence serait-elle sa marque de fabrique? En tant qu'homme politique affilié à un parti, je me pose forcément la question de savoir si ça apporte quelque chose ou pas. Les élections au Bundestag, qui auront lieu dans 1 an et demi, se joueront non pas à l'Est, mais à l'Ouest. Même si la stratégie de Höcke dans les Länder de l'Est lui apporte 2, 3 ou 4% de voix, ce serait un mauvais calcul si dans l'Ouest, où vivent 4/5 des votants, nous devions perdre des électeurs à proportion égale. Ce serait un mauvais calcul. Pour l'instant, au vu des résultats des dernières élections, l'Alternative pour l'Allemagne semble plutôt faire un bon calcul. Meeting électoral à l'Aar, 2e parti. Le fondateur du parti s'exprimera sur un thème qui, d'ici quelques semaines, devrait devenir le nouveau cheval de bataille du parti. Des centaines de milliers de réfugiés sont arrivés en Allemagne. Il faut donc attiser la peur de l'islam. Après la manifestation contre la politique d'intégration, c'est la prochaine étape de la campagne de l'AfD. La soumission s'effectue par petits pas. Cela commence par des abattoirs halal,
Cela se poursuit par l'abandon ou l'interdiction de la viande de porc. Cela s'étend dans les maternelles, les cantines, les hôpitaux. Et cela se termine par quoi? La polygamie, la lapidation, le crime d'honneur? Je n'en sais rien. Mais ceux qui nous jettent au visage que l'islam fait partie de l'Allemagne n'en savent rien non plus. Un scénario alarmiste habilement formulé sous forme de question. Pour citer la chef du parti, nous avons besoin de gens qui ont peur pour faire bouger le plus grand nombre. Les partis d'extrême droite utilisent toujours la même recette. Apporter au problème des réponses simplistes et s'adresser aux bas instincts des gens. Les réponses simplistes ne résolvent rien. Elles ne servent qu'à réconforter. Lorsque la politique s'engage sur le seul terrain de l'affect, c'est problématique. Car dans une démocratie, on doit s'affronter sur le plan des idées, pas seulement sur celui des sentiments. Comment l'alternative pour l'Allemagne compte-t-il régler la crise des réfugiés? Quelle solution propose-t-elle face à cette tragédie humanitaire? Fermer les frontières. Sur le terrain, c'est déjà quasiment effectif. Jusqu'à présent, on laissait passer tout le monde d'un signe de la main. Maintenant, les États sont en train de fermer leurs frontières les uns après les autres, ce qui provoque un engorgement en Grèce et peut-être en Turquie. On verra bien ce qui se passera. Je ne prétends pas le savoir. Estimez-vous que c'est une bonne décision? Qu'est-ce qu'une bonne décision dans la situation actuelle? C'est une solution brutale vis-à-vis de ceux qui fuient leur pays, quelle qu'en soit la raison. Mais la solution contraire l'est tout autant. À chacun d'en tirer ses conclusions. Voilà une attitude qui semble trouver écho chez les électeurs, que ce soit dans l'ex-Allemagne de l'Est, soi-disant à droite, ou dans le Sud-Ouest, soi-disant modéré. La stratégie du parti va continuer de porter ses fruits. En témoignent les résultats à 2 chiffres obtenus lors des élections dans le Bade-Württemberg, la Saxe-Anhalt et la Rhénanie-Palatinat. L'alternative pour l'Allemagne a fait le plein de voix lors des élections régionales grâce à son refus total de la politique d'asile menée par le gouvernement. Elle a profité du fait que tous les autres partis soutenaient cette politique, si bien qu'elle a raflé non seulement le vote des électeurs de droite, mais aussi un bon nombre de votes protestataires. Nous nous rendons à présent en Pologne. C'est avec des images comme celle-ci que le parti nationaliste et conservateur Droit et Justice, le PIS, a mis en scène sa campagne électorale. Contrairement à l'alternative pour l'Allemagne, Droit et Justice est au pouvoir. Beata Szydło est Premier ministre depuis la fin 2015. Quelles sont les conséquences qui en découlent? Lors des élections législatives, Droit et Justice a obtenu la majorité absolue. La nouvelle chef du gouvernement aime se définir comme une centriste. Mais c'est le puissant président du parti, Jarosław Kaczyński, qui continue dans l'ombre de tirer les ficelles. Son profil? Nationaliste, catholique et hostile à l'Union européenne. En Pologne aussi, la population a exprimé son mécontentement dans les urnes, entraînant un glissement du pays vers la droite. Un mécontentement dirigé contre le précédent gouvernement libéral. Au ministère de la Culture, nous rencontrons le vice-premier ministre et ministre de la Culture Piotr Gliński. C'est un proche du chef du parti et le bras droit de Beata Szydło. C'est une des premières interviews qu'il accorde à des journalistes d'Europe occidentale. Nous sommes un parti patriotique conservateur central. Nous voulons remanier en profondeur la politique extérieure. Les Polonais doivent défendre leurs propres intérêts au même titre que les Allemands. C'est dans ce sens-là que nous sommes des patriotes. Nous sommes les défenseurs des valeurs nationales. Tous les Polonais ne sont pas d'accord avec ce virage à droite toute. Quelques semaines après la prise de fonction du nouveau gouvernement, des manifestations ont eu lieu dans toute la Pologne. Mateusz Kijowski est à la tête de ce mouvement citoyen. Cet informaticien se considère comme un détracteur du gouvernement. Ce qui a commencé comme un simple groupe Facebook rassemble à ce jour presque 50 000 membres. Le Comité de défense de la démocratie, le KOD, attire de plus en plus d'adhérents.
Le mouvement a été créé environ une semaine après la formation du gouvernement pour protester contre une accumulation de mesures. Les Polonais ont été jetés dans l'eau froide et ils ont décidé d'organiser la résistance. Pour les manifestants, Droit et Justice n'est pas un parti inconnu. Il y a 8 ans, il était déjà parvenu au pouvoir avant d'être victime d'une motion de censure. À présent, il est revenu dans la place. Le KOD estime que la démocratie est en péril. En quelques semaines, le gouvernement a en effet promulgué une réforme du tribunal constitutionnel et évincé plusieurs juges et hauts fonctionnaires. De nouvelles lois sur la surveillance rabotent les droits des citoyens. Il faut défendre la démocratie parce qu'elle est menacée. Elle est menacée par les réformes prises par la majorité parlementaire, par le président, par le gouvernement, qui tentent de saper les fondements même de notre démocratie. Le KOD et son meneur se réclament de Solidarność, le syndicat né du mouvement de grève à l'origine de la démocratie polonaise. My, Solidarność, my, polskie społeczeństwo, my, naród. Les opposants polonais se sont réveillés tardivement. La soif de pouvoir, de droit et justice aurait-elle été sous-estimée? Ce qu'on savait, c'est que Droit et Justice voulaient une refonte totale de l'État. Depuis son premier mandat présidentiel, le parti a toujours rêvé d'instaurer une 4e République, un État très fort, à la limite de la violation des droits fondamentaux. Cela, personne ne l'ignorait. Ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est la rapidité avec laquelle le gouvernement mettrait en œuvre certains éléments de ce programme. Droit et Justice a axé sa campagne électorale sur les questions sociales. Promesses d'augmentation des salaires, d'abaissement de l'âge de la retraite et de hausse des allocations familiales. Des promesses pour séduire les jeunes électeurs. Maria Jeda est étudiante en sciences politiques et membre de la section des jeunes du parti à Varsovie. Elle a soutenu le PIS lors de la campagne électorale et entretient des contacts avec différentes organisations conservatrices de jeunes en Europe. Elle a même postulé au conseil municipal. Son but, une nation polonaise forte. Ce qui me plaît dans le parti, c'est qu'il veut donner à la Pologne une place sur l'échiquier mondial et obtenir le statut de pays membre à part entière de l'Union européenne. Autre chose qui est important pour lui, c'est la nationalité. C'est que les citoyens polonais puissent connaître la prospérité. Maria est convaincue que les réformes du gouvernement sont bonnes. Elle tient l'Union européenne responsable des critiques grandissantes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Toutes les institutions démocratiques fonctionnent. Notre parti a été démocratiquement élu. Il a obtenu la majorité des voix de façon démocratique. S'il est critiqué, c'est parce que l'Union européenne veut garder le contrôle sur les États souverains et s'ingérer dans les politiques nationales. Droit et Justice prétend détenir la vérité. Il se méfie donc beaucoup des médias qui ont l'esprit critique. Et comme il a le pouvoir de les museler, sous couvert d'une réforme, Droit et Justice et le ministre de la Culture ont fait remplacer plusieurs rédacteurs en chef et renvoyer de nombreux journalistes. Ces 8 dernières années, les médias de service public se sont montrés extrêmement tendancieux et partiaux. Or, ils n'ont pas vocation à prendre parti. Les nouveaux présidents des médias publics, des médias de la nation, sont très proches de Droit et Justice. Ils vont utiliser les anciens médias publics comme une tribune. Les médias sont devenus une machine de propagande. Et tout ça en l'espace d'une journée, d'une semaine, sans le moindre débat et sans écouter personne. Droit et Justice censurent-ils l'opposition? Ces derniers temps, la couverture de Mateusz Kijowski et des manifestations du KOD a été plutôt anémique dans les médias publics. Retour en Allemagne. Bien qu'il n'ait pas été réélu au comité directeur fédéral l'été dernier, Konrad Adam reste fidèle à son parti. Rhénanie-Palatinat. Un meeting électoral était prévu dans une grande salle
Mais il aura lieu dans le refuge de l'association de pêche sportive de Mudenbach. Ce n'est pas la première fois que l'alternative pour l'Allemagne est indésirable. Ils m'ont appelé jeudi soir. Ils vous ont donné une explication? La direction a refusé de nous accueillir pour des raisons de sécurité. Ils ont dû recevoir un appel les menaçant de représailles. Probablement. Si vous persistez, il vous arrivera des bricoles. Konrad Adam soutient Uwe Junge, le candidat de l'alternative pour l'Allemagne. Dans sa naïveté irresponsable, Madame Dreyer mésestime la réalité. C'est un peu facile d'affirmer que la majorité des migrants vont s'intégrer. Le public est bourgeois, issu de la classe moyenne. La question des demandeurs d'asile est primordiale. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça. Les gens ne veulent pas sacrifier leur sécurité. Ils estiment que leur liberté et leur confort matériel sont menacés. C'est une conception que je ne me prive pas d'appuyer. L'alternative pour l'Allemagne a choisi d'exploiter le climat de peur et d'insécurité ambiant et l'alimente avec du contenu partisan. C'est ce climat qui a poussé ces militants à entrer en politique. Encore une stratégie qui semble attirer les électeurs. Mais cela suffit-il à expliquer les résultats à 2 chiffres du parti? Les sondages montrent qu'en Allemagne, environ 20% de la population, un chiffre qui reste relativement stable à quelques fluctuations près, a des penchants xénophobes. En général, ces gens votent pour les partis traditionnels ou bien s'abstiennent. Aujourd'hui, ça évolue. Le discours ambivalent de l'AfD la sert. Elle se positionne tantôt comme un parti modéré, tantôt comme un parti d'extrême droite. La même tactique que celle utilisée par le Front National en France. Coïncidence ? Ce qui explique le succès du Front National, du moins avec Marine Le Pen, c'est d'une part qu'il a su formuler une critique claire de la politique d'immigration désastreuse du précédent gouvernement, d'autre part qu'il a eu l'intelligence de prendre ses distances par rapport au dérapage antisémite de Jean-Marie Le Pen. Il me semble que c'est une stratégie intelligente. Nous allons maintenant en France. Marine Le Pen incarne le nouveau visage du Front National. Son virage vers un discours modéré s'est avéré payant aux élections régionales. Mais derrière cette nouvelle façade, le parti s'inscrit-il dans une ligne moins radicale? Au Sénat, le Front National a remporté 2 sièges. L'un d'entre eux est occupé par David Rachlin. À 28 ans, le maire de Fréjus est le plus jeune sénateur de France. Ici, je fais de la politique. Ici, au Sénat, je défends des convictions, je défends des valeurs, je me bats contre l'Union européenne, je me bats pour que les Français soient considérés normalement dans leur propre pays et pas comme des citoyens de seconde zone, je me bats contre l'immigration. Oui, ici, on peut faire de la politique, mais ce sont 2 échelons différents. Marine Le Pen donne le la au FN. En 2011, elle succède à son père à la tête du parti, dont elle entame la dédiabolisation. Elle bannit les propos antisémites. Élue députée européenne, elle s'érige en gardienne des intérêts de la France. Non à l'Europe de Bruxelles, non à la confiscation de la démocratie, non à l'imbécilité des politiques récessives, non au déclassement, non à l'immigration massive organisée, non à la dilution de nos identités, oui à nos nations. Demain, au niveau national, nous allons réformer le pays pour faire en sorte que la prospérité soit de retour. Et ça fait bien longtemps qu'elle n'est plus là. Alors nous allons utiliser tous les moyens qui seront en notre possession pour lui rendre sa souveraineté, pour la libérer d'un certain nombre de poids insupportables qui pèsent par exemple aujourd'hui sur les petites et moyennes entreprises. Nous voulons du patriotisme économique, nous voulons moins d'immigration, moins d'impôts. Le Var est l'un des fiefs traditionnels du Front National. Installé au fauteuil de maire de Fréjus depuis 2 ans, David Rachlin peut imposer ses choix politiques. Le Front National a sa permanence à 2 pas de l'hôtel de ville. La famille Le Pen y est omniprésente.
David Rachlin a infligé à la commune fortement endettée une cure d'austérité. Il soutient l'économie locale et veut renforcer la présence policière. Des mesures bien accueillies par ses électeurs. On peut que s'en réjouir, on a la sécurité qui est revenue, la ville qui est beaucoup plus propre et surtout le plus gros avantage, c'est qu'il est toujours à notre écoute. Sur les 55 000 habitants de Fréjus, près de la moitié a voté pour David Rachlin. Ses promesses électorales ? Rendre la ville plus propre et surtout plus sûre. La région connaît un taux de chômage élevé, surtout dans le quartier de la Gabelle, où il y a une très nombreuse population musulmane. Début 2016, le maire a entamé un recours en justice pour bloquer l'ouverture au public d'une nouvelle mosquée. Il prétend que le permis de construire délivré par son prédécesseur n'est pas valide. Pour Driss Maharoufi, qui préside l'association El Fat, le procès qui l'oppose au maire est le signe d'une fracture entre la municipalité et ses musulmans. Il y a un maire de Fréjus, on le respecte, mais quand même qu'il faut que ce soit un maire pour les musulmans aussi. Il faut que ce soit un maire pour les quartiers. Je ne parle pas que pour la mosquée, c'est pour le quartier. Les musulmans aujourd'hui, il y en a beaucoup, donc ils ont besoin d'une mosquée, ils ont besoin d'un maire, donc ils viennent au quartier pour voir un peu ce qu'ils ont besoin. L'association a été condamnée à une amende pour permis de construire non conforme. Pour le maire, ce n'est pas suffisant. Il avance de nouveaux arguments. La question qu'il faut peut-être se poser, c'est de savoir encore une fois pourquoi un certain nombre d'entre eux ont refusé de respecter la loi. Mais nombreux sont ceux sur place, des habitants de ce quartier, qui m'ont dit « nous ne voulons pas d'un lieu dans lequel potentiellement des jeunes pourront se radicaliser. Nous ne voulons pas d'un lieu qui va enfermer le quartier encore davantage, alors que des millions en politique de la ville ont été déversés pour que ce quartier soit un petit peu vivant, reprenne un petit peu de souffle. C'est la dernière des choses, venaient-ils me dire, ces gens-là, c'est la dernière des choses à faire que de mettre une mosquée à l'intérieur de ce quartier. La bataille juridique autour de la mosquée est loin d'être terminée. David Rachlin continue de se poser comme le défenseur modèle du droit et de l'ordre public. À l'échelle nationale, le parti est isolé. Mais si cela ne durait pas, si le Front National se faisait adouber par les autres partis, s'il devenait tout à fait fréquentable, cela ferait l'effet d'une rupture de barrage. En Pologne, le parti Droit et Justice est établi depuis longtemps. Quel objectif poursuit le gouvernement nationaliste conservateur? Maria Jeda vit avec ses parents dans le centre de Varsovie. Elle milite à la section des jeunes du parti depuis 5 ans. Elle est issue d'une famille de la classe moyenne. La religion compte énormément. La Pologne est un pays catholique, dont les valeurs doivent jouer un rôle dans les affaires publiques. Le PIS rejette les nouveaux modèles familiaux, l'insémination artificielle ou encore l'homosexualité. À la différence de la France ou de l'Allemagne, l'Église occupe une place prépondérante en Pologne. L'alliance entre l'Église catholique et le PIS a d'ailleurs favorisé le succès du parti. Le prêtre catholique Kazimierz Zowa est l'un des rares ecclésiastiques en Pologne à critiquer ouvertement l'Église et le gouvernement. Il estime que Droit et Justice, en voulant se faire passer pour un parti modéré, a trompé la population. Les gens ont cru que Droit et Justice avait changé. Il était devenu un parti qui faisait la même chose que son prédécesseur, Plateforme civique, mais en mieux. Durant sa campagne électorale, Droit et Justice n'a jamais parlé ni du tribunal constitutionnel, ni des lois sur la surveillance, ni de l'éviction de cadres de la fonction publique. Les gens se sont dit que le risque en valait la peine. Pour Kazimierz Zowa, Droit et Justice mène une politique hypocrite. Le programme politique de plusieurs de ses membres brille en effet par l'absence de valeurs chrétiennes. Je pense que certains membres du parti instrumentalisent l'Église. Prenez l'exemple des réfugiés.
Il y a un an, en pleine vague migratoire, l'évêché a rédigé une lettre proposant une approche très chrétienne de la conduite à tenir si les réfugiés arrivaient à nos frontières. Et le gouvernement a fait exactement l'inverse. Il a attisé la peur. Il a nourri une animosité contre les réfugiés qui n'est pas du tout dans notre mentalité. En Pologne aussi, l'extrême droite préfère jouer la carte des sentiments plutôt que d'exposer des faits. Kazimierz Czowa ne croit pas à une dérive droitière de la société, mais il observe une montée du nationalisme chez les jeunes. Pour Maria Jeda, la souveraineté de la Pologne prime sur la question des réfugiés. Lorsqu'un responsable politique, en l'occurrence Angela Merkel, décide d'accueillir un certain nombre de migrants et de réfugiés économiques dans l'Union européenne et de les répartir dans différents pays, je considère que c'est une atteinte à notre souveraineté. Souveraineté contre solidarité. Le refus de la suprématie de l'Union européenne est profondément ancré. On constate ce phénomène dans presque tous les pays d'Europe de l'Est. Ce n'est pas une question de chiffres. Ces pays estiment simplement que Bruxelles outrepasse ses droits. Strasbourg, janvier 2016. Beata Szydło, le Premier ministre polonais, s'explique devant ses accusateurs. La Commission européenne a ouvert une procédure inédite de sauvegarde de l'état de droit contre la Pologne. Dans son collimateur, les réformes du tribunal constitutionnel et des médias de service public. Beata Szydło met en avant sa victoire électorale écrasante. I nie doszło, szanowni państwo, w ostatnim czasie do żadnego złamania konstytucji w Polsce. Dlatego muszę powiedzieć... Beata Szydło affirme que la procédure lancée par l'Union européenne contre son pays ne repose sur aucun fondement. Elle dénonce la désinformation et la partialité des médias. Le vice-premier ministre Piotr Gliński s'estime lui aussi incompris. La chasse aux sorcières qui dure depuis quelques semaines est totalement injustifiée. Le parti qui gouverne la Pologne veille sur les intérêts du pays et défend sa souveraineté politique et économique. L'Europe occidentale doit comprendre cela. Un simple problème de communication ? Les dizaines de milliers de personnes qui manifestent régulièrement à Varsovie sont d'un autre avis. Nous voulons montrer nos forces, notre nombre, montrer que nous sommes toujours là malgré ceux qui prétendent le contraire, montrer que dans une période difficile, les différents camps politiques arrêtent de défendre leurs programmes pour se recentrer sur les valeurs essentielles. Le grand projet de l'Alternative pour l'Allemagne est d'entrer au Bundestag en 2017. La gestion de la crise des réfugiés pourrait lui ouvrir les portes du Parlement. Cela dépendra aussi de la façon dont les partis traditionnels et la population vont relever le défi politique que pose l'extrême droite. Le vice-président du SPD, Ralf Stegner, a constaté que des dizaines de milliers d'électeurs de son parti avaient voté pour l'AfD. Plus ce parti donnera l'impression d'être un parti normal pour lequel on peut voter, plus il sera dangereux. Il faut que les gens comprennent que ce sont des ennemis de la démocratie. Il faut systématiquement réfuter leur discours, le condamner avec fermeté et avoir de notre côté un langage clair. Ralf Stegner est aussi président du groupe parlementaire SPD au Landtag de Schleswig-Holstein, à Kiel, où l'Alternative pour l'Allemagne voudrait entrer après les élections de l'année prochaine. Ralf Stegner déplore que ses camarades de parti aient refusé le dialogue avec l'AfD. Il ne faut pas donner l'impression qu'on a peur d'eux, ni que dans nos propres rangs, on se dise qu'on n'a peut-être pas les meilleurs arguments. Les responsables politiques, comme les médias, doivent apprendre à dialoguer sans crainte avec les partis d'extrême droite. On a souvent réagi de façon hystérique aux provocations de l'Alternative pour l'Allemagne. Il ne faut pas que cette forme de confrontation devienne un marronnier, un sujet rebattu dans les médias. Il faut au contraire en relativiser l'importance. D'autres partis extrémistes, comme les Républicains et le NPD, siègent dans certains parlements régionaux. C'est embêtant pour les autres partis et pour la majorité de la population, mais cela ne signe pas l'arrêt de mort de la démocratie en Allemagne. Si l'AfD veut entrer au Bundestag, il devra d'abord faire ses preuves dans les parlements régionaux.
Vu l'évolution actuelle, l'alternative pour l'Allemagne pourrait éventuellement gagner plus de sièges qu'elle n'a de candidats. Ce serait très dommageable et même fatal. Même les observateurs les plus bienveillants mettent en doute la compétence de l'équipe dirigeante de l'Alternative pour l'Allemagne. Dans les parlements régionaux où le parti est déjà représenté, il se sabote lui-même. Avec 61 sièges supplémentaires, la tâche ne va pas être facilitée. Des mandats de députés ont été attribués. C'est une activité très bien rétribuée qui ne demande parfois qu'une somme de travail minime. Cela attire toutes sortes de gens. Les carriéristes, les opportunistes, ceux qui, dans leur vie professionnelle, n'ont peut-être pas atteint ce qu'ils souhaitaient. Notre immersion a pointé de nombreuses contradictions de l'AfD sur bien des points, ce qui ne l'a pas empêché d'être élu. La suite dépendra en grande partie de son orientation future. Le parti jouera-t-il la carte modérée ou bien celle de la droite populiste? Dans plusieurs pays d'Europe, le populisme a prouvé qu'il pouvait influencer l'opinion publique dans une large partie de la société. En Croatie, le plus jeune État membre de l'Union européenne, les forces nationalistes montent en puissance et renouent ouvertement avec un passé fasciste. Chaque année, le 5 août, la Croatie fête son indépendance. En ce jour férié, des festivités populaires ont lieu dans tout le pays, comme ici, dans la ville de Knin. On chante beaucoup, toutes générations confondues, dans la bonne humeur générale. Jusque-là, rien d'anormal. Mais un observateur averti discerne un changement de décor progressif. De plus en plus de gens en uniforme font leur apparition. Aujourd'hui, on célèbre l'indépendance, mais aussi l'opération Tempête, qui a marqué un tournant dans le conflit serbo-croate. Les soldats défilent en souvenir du 5 août 1995. Jour où les forces croates ont vaincu les sécessionnistes serbes qui voulaient créer un État indépendant. Mais l'opération militaire a aussi contraint 200 000 civils serbes à fuir la Croatie en l'espace d'une semaine. 5 000 maisons ont été incendiées. L'offensive a fait plus d'1 millier de morts et la ville de Knin a été totalement anéantie. Nous avons repris la ville aux Serbes. Pour nous, c'est comme Noël. Un autre chapitre de l'histoire de la Croatie est aujourd'hui célébré à Knin avec une glaçante insouciance. Certains portent des insignes de la Deuxième Guerre mondiale et entonnent des chants de l'époque où la Croatie était un État fasciste. L'apparente jovialité de ces chants populaires est trompeuse. Les paroles encensent le régime fasciste de l'Oustascha. Durant la Seconde Guerre mondiale, avec le soutien de l'Allemagne nazie, les Oustachis instaurent l'État indépendant croate. Une dictature qui se réclame du mouvement fasciste fondé par Ante Pavelić. 1 demi-million de Serbes, de Juifs et de Tziganes seront assassinés. Les symboles et insignes oustachi, ainsi que les chants fascistes, sont officiellement interdits. Mais ici, personne ne semble s'en offusquer.
On ne peut rien construire sur un passé fasciste, même si on ne peut pas nier ce passé. Je veux bien qu'ils fêtent la victoire, mais pas de cette façon. C'est comme si à Berlin, on voyait des gens se promener avec la croix gammée. On est en train de ressusciter l'histoire et les traditions de ce pays. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de condamnation en haut lieu du nationalisme et de la xénophobie à l'œuvre en Croatie. Pas la moindre. La présidente de la Croatie, Kolinda Grabar-Kitarović, n'hésite pas à s'afficher à la fête de Knin. Depuis la formation du dernier gouvernement, le climat politique a changé. Désormais, ce sont les partis de droite et d'extrême droite qui donnent le ton. Quelles sont les conséquences qui en découlent? Pour la plupart des Européens, la Croatie est une destination de vacances ensoleillées et un pays ouvert. L'année dernière, la côte adriatique a attiré 12 millions de touristes. Mais rares sont ceux qui vont visiter les régions plus pauvres de l'arrière-pays. Les visiteurs ne voient que la façade. C'est une sorte de Disneyland. Comme des milliers de ses compatriotes, Carla Dragic travaille l'été sur la côte. Le reste de l'année, elle est au chômage. Partout où vous regardez, tout est factice. Personne ne s'amuse vraiment. Personne n'apprécie vraiment ce qu'il fait. Nous essayons de vendre aux touristes quelque chose qui n'existe pas. C'est un spectacle et rien d'autre. Les touristes ne visitent jamais ma ville natale, par exemple. À Jasenovac, 6 années de récession ont laissé des séquelles. L'adhésion à l'Union européenne, il y a 3 ans, n'a rien changé. La famille de Carla vit des produits de sa ferme. Les jeunes ont toutes les raisons de partir. C'est un lieu triste et déprimant. Il n'y a strictement rien à faire, à part chercher un boulot qu'on ne trouvera jamais. C'est malheureux de voir dans quel état de dénuement vivent les gens d'ici, de constater à quel point ils sont oubliés. Non loin de la maison de Carla, un peu à l'écart, se trouve le mémorial du camp de concentration de Jasenovac. Dans les années 40, les Oustachis ont exterminé 83 000 Serbes, Juifs et Tziganes. Je crois qu'ici, c'était ma salle de classe. Et là-bas, il y a le mémorial de l'ancien camp de concentration. On pouvait presque le voir depuis la salle de classe. Mais personne ne nous a jamais raconté ce qui s'y était passé. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est au lycée, quand un élève a fait des blagues sur le camp de concentration. Cette amnésie face à l'époque des Oustachis et à son héritage taraude Slavenka Drakulic depuis longtemps. Cette femme de lettres et journaliste constate que le sujet n'est pas enseigné à l'école. Nous continuons d'occulter les événements qui se sont déroulés durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 25 ans, on assiste au même phénomène que durant les 40 années précédentes, à savoir une manipulation de l'histoire. Autrefois, on ne connaissait pas la vérité sur Tito et ses crimes de guerre. Aujourd'hui, c'est la vérité sur les crimes des Oustachis qu'on veut nous cacher. Grandir dans une telle schizophrénie et ne pouvoir appréhender l'histoire que comme une idéologie, c'est source de grande frustration. Une partie de la jeunesse est pourtant fascinée par cette histoire idéologisée. L'étudiant Franjo Sirko dirige la section des jeunes du pur parti croate du droit, un parti d'extrême droite. Ses membres sont venus rendre hommage à son fondateur, Ante Starčević.
pionnier de l'indépendance de la Croatie lorsqu'elle faisait partie de l'empire des Habsbourg et raciste convaincu. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis sur la tombe d'Ante Starčević parce qu'il est le père de notre nation. C'est lui qui a fait germer l'idée d'un État indépendant. Le pur parti croate du droit n'est pas encore représenté au Parlement. Mais certains membres du gouvernement sont issus de ses rangs, tel le prédécesseur de Franjo Ćirko, Zlatko Hasanbegović, l'actuel ministre de la Culture. Je suis président de la section des jeunes du parti. Notre premier président dans les années 90 était Zlatko Hasanbegović. C'est un nationaliste, actuellement au pouvoir. Très marqué à l'extrême droite, le ministre de la Culture est controversé. Sa première mesure a consisté à supprimer les subventions aux médias indépendants. Comme en Hongrie et en Pologne, la culture et les médias doivent être mis au pas. Il y a quelque temps, le quotidien Novosti a eu l'audace de publier en première page une photo de jeunesse d'Hasanbegović sur laquelle on le voit porter un béret Ustashi. La section des jeunes qu'il a fondée est en pleine ascension. Notre but est de se réapproprier notre souveraineté dans toutes les régions du pays. Et pour cela, le parti n'hésite pas à utiliser des symboles fascistes et la devise Ustashi illégale. Pour la patrie, prêt. La percée des partis d'extrême droite en Europe conforte Franjo Ćirko dans sa vision du monde. Il forge des alliances avec d'autres partis nationalistes, comme le Jobbik en Hongrie. Sa grande ambition, une coalition de l'ultra-droite contre l'Union européenne. J'ai rencontré des nationalistes lituaniens et hongrois, notamment les membres du Jobbik. Notre ambition est de fédérer tous les nationalistes de cette partie de l'Europe, de la Baltique jusqu'à l'Adriatique. Nous avons des cultures proches, une histoire commune et des bases solides pour établir une future coopération. Ustashi promu libérateur, négation de leurs crimes, le révisionnisme est une pratique courante chez les nationalistes. Mais quel écho ces petits arrangements avec l'histoire rencontrent-ils au sein de la société ? Alan Little a été correspondant de la BBC durant 5 ans en Yougoslavie, où il a couvert les guerres des Balkans. Pour ce spécialiste de la Croatie, les nationalistes n'ont jamais cessé de détourner l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La réinterprétation de l'histoire est très révélatrice. Une frange de la classe politique réécrit l'histoire de la Croatie pour mettre sous l'éteignoir les critiques de ceux qui les accusent de raviver l'idéologie des années 40. Le nationalisme a toujours servi à neutraliser le débat, à éliminer le doute et le scepticisme. Toute chose absolument indispensable à la bonne santé d'une démocratie. Je pense que le nationalisme n'a jamais disparu en Croatie. Pour un politique, remettre en question le récit officiel qui fait des Croates des victimes est totalement suicidaire. Ce récit n'est toujours pas remis en question par des pans entiers de la société. Franjo Tudjman, le premier président de la République qui a réintroduit les symboles de la langue des Ustashi, était vénéré comme un héros. Il y a 16 ans, les Croates ont reçu un choc en apprenant la mort de leur président. À Zagreb, des simples citoyens, des membres du clergé et des élus se réunissent tous les ans pour rendre hommage à Franjo Tudjman. L'homme qui a conduit le pays à la guerre et dont l'armée a procédé à l'expulsion massive de la minorité serbe. Sur quoi est fondé notre nouvel État ?
Tudjman a dit un jour que la nouvelle Croatie était fondée sur l'État indépendant croate, constitué par les Oustachis entre 1941 et 1945. À mes yeux, c'est criminel. La Croatie n'a jamais eu un Václav Havel ou un Willy Brandt. Elle n'a jamais eu personne pour exprimer, au nom de la nation et du peuple, ses remords au sujet du passé. Même lorsque la Croatie et la Serbie cherchaient à devenir membres de l'Union européenne, elles ont toujours ménagé les sensibilités nationalistes. Cela fait partie de la culture politique de ces deux pays. À Zagreb, Ivan Tepec, le chef de l'HSPAS, un parti d'extrême droite, participe à l'hommage de Tudjman. En ces temps troublés, où le cliquetis des sabres résonne à nos frontières et où le Proche-Orient s'embrase, la Croatie a besoin d'un parti fort qui brandisse haut le drapeau de l'identité nationale, comme l'ont fait avant nous Franjo Tudjman et l'Union démocratique croate. Le parti d'Ivan Tepec, membre de la coalition emmenée par la HDZ, l'Union démocratique croate, fait depuis peu partie du gouvernement. Lui-même a été nommé vice-porte-parole du Parlement. L'Union démocratique croate nous resserre une vieille rhétorique. Il ne cite pas directement l'Oustascha, mais il puise à la même veine idéologique. Le discours est le même. Il n'a jamais vraiment disparu. C'est tellement facile de réveiller le virus du nationalisme en convoquant l'histoire et en dénigrant l'ennemi héréditaire, les Serbes. De 1991 à 1995, la guerre serbo-croate a fait 20 000 morts dans les deux camps. Un demi-million de Serbes dont les ancêtres s'étaient installés en Croatie il y a plusieurs siècles ont été chassés du pays. On voit leurs maisons abandonnées un peu partout. Seule une poignée d'entre eux ont eu le droit de revenir. À Jasenovac, à 200 mètres à peine de l'ancien camp de concentration surnommé l'Auschwitz croate, des symboles oustachis ornent une maison jadis habitée par des Serbes. Personne ne les a effacés. La croix avec les 4 C, ça veut dire les Serbes. À côté, le U avec des ailes, c'est un symbole oustachi, un symbole fasciste. La police a forcément vu ces signes en passant devant la maison, mais personne ne les a enlevés. C'est comme une approbation tacite. On peut le voir comme un avertissement. Ne revenez pas. Depuis 6 ans, la Croatie est en pleine récession économique. 19% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Avec un taux de chômage de 17%, le pays arrive en 3e position derrière l'Espagne et la Grèce. Mais le plus dramatique, c'est le taux de chômage des jeunes, 44%, qui freine le développement du pays. 100 000 jeunes croates ont déjà émigré dans un autre pays pour trouver du travail. Quelles sont les perspectives pour ceux qui restent? À quoi peuvent-ils croire? Ivan Tepec sait trouver les mots qui font mouche. 80% des membres du parti sont des jeunes. Il est plus facile de surmonter la crise quand on fait partie d'un groupe fort auquel on peut s'identifier. La priorité du Parti croate du droit, c'est de renforcer le sentiment de fierté nationale. Apparemment, il y parvient bien.
Depuis 2011, la coalition de droite dirigée par l'Union démocratique croate a gagné 11 points dans les suffrages, tandis que la coalition de gauche en perdait 8. L'Union démocratique et sa coalition gouvernent avec une majorité de 41%. Nous avons toujours été le bastion chrétien de l'Europe. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour préserver notre identité au sein de cette prétendue communauté européenne. S'insurger contre l'Union européenne et sa supposée hégémonie est un procédé populiste utilisé abondamment par le gouvernement. En fermant les yeux sur ce qui se passe dans les Balkans, l'Union européenne joue avec le feu. La Croatie a dû engager des réformes drastiques et douloureuses en vue d'adhérer à l'Union européenne. Au début du processus, l'entrée dans l'Union européenne était un projet très populaire auprès des Croates. Mais les réformes imposées ont fini par doucher leur enthousiasme. L'opinion publique en général ne s'est jamais convertie aux idéaux de l'Union européenne. Et cela se manifeste aujourd'hui par la montée du sentiment anti-européen et l'avancée des partis d'extrême droite. Dont le pur parti croate du droit de Franjo Cirko, lequel estime son heure venue. Je suis entré en politique quand j'ai vu à quel point la situation se détériorait. Si je ne me bats pas pour mon peuple, personne ne le fera. C'est mon devoir envers mon pays, mon peuple et mon quartier. Si j'ai des enfants un jour, je veux qu'ils vivent dans un pays normal. Au siège du parti, des planches d'uniforme de l'armée croate du temps des Oustachis. Le président ne fait pas mystère de ses références ni de ses projets. Les jeunes qui adhèrent au parti sont issus de toutes les couches de la société croate. Lycéens, étudiants, enfants de familles pauvres ou riches. Lorsqu'ils constatent tous les inconvénients du système européen, surtout pour les petits pays, ils finissent par se tourner vers autre chose. Comme il en va avec le Front national de Marine Le Pen en France, ou les partis nationalistes de Pologne et de Hongrie. En Croatie, l'extrême droite n'est pas un phénomène marginal. Franjo Cirko et ses camarades sont instruits et bien insérés socialement. Jelena Mamuzic est étudiante en droit et membre du parti. Mais mentalement, elle vit dans un autre siècle. Le libéralisme et le multiculturalisme vantés par l'Union européenne sont des valeurs foncièrement étrangères à l'Europe, qui s'est fondée sur le christianisme, la monarchie et les traditions. Je crois que notre parti peut persuader les gens que le nationalisme est une force morale, qu'ils peuvent eux-mêmes devenir une force morale. Mais qu'est-ce qui a été le plus déterminant pour elle ? La doctrine morale du parti ou bien la conjoncture économique catastrophique ? La jeune génération est empêtrée dans un chômage endémique et a besoin d'un bouc émissaire. Et les partis de droite sont là pour nous le livrer sur un plateau. C'est leur principal pouvoir d'attraction, leur grande force de nous dire « Vous n'êtes plus seul ». Carla Dragic cherche un emploi depuis des années. Elle comprend la détresse de sa génération et redoute d'autant plus la régression qu'elle observe tout autour d'elle. L'histoire se répète. On voit de plus en plus de cérémonies fascistes dans la rue. C'est très perturbant. Ils ne se cachent pas, au contraire, ils en sont fiers. C'est ça le plus triste. Ils sont fiers de leur histoire. Est-ce que le fascisme est toléré chez nous ? J'ai bien peur que oui. À 1 heure de voiture de Split, d'autres festivités. Le jour de l'indépendance,
la ville de Kavoglav organise un grand rassemblement. Comme à Knin, les gens présents sont issus de toutes les classes sociales. Tout le monde veut fêter le 5 août. On commémore l'opération Tempête qui a libéré notre pays. On va faire la fête. Mais comme à Knin, la commémoration de la guerre d'indépendance des années 90 se mêle à la glorification de l'ère fasciste et de ses crimes. Le négoce d'Insigne Oustachi, pourtant interdit, bat son plein. Sur la place où se bousculent familles, jeunes et gens d'église, retentit l'hymne à la gloire du chef des Oustachis et génocidaire, Ante Pavelić. Nous avons une occasion unique de nous emparer des rênes de l'Europe, car la civilisation occidentale est en train de s'effondrer. On voit ce que la crise des réfugiés déclenche en France. La civilisation occidentale va disparaître. Les ruines des immeubles détruits lors de la guerre rappellent avec quelle facilité la violence peut découler du nationalisme. Karla Dragic les a sous les yeux tous les jours, comme un avertissement. Ici, on laisse le champ libre aux nouveaux fascistes. Cela montre que tant qu'on ne se réconciliera pas avec notre histoire et que l'histoire ne sera pas enseignée correctement, on ne pourra pas aller de l'avant. Et on ne pourra jamais s'entendre avec nos voisins. Le nationalisme en Croatie ne fait que jeter de l'huile sur le feu, en nous faisant croire que nous valons mieux que les autres. Une nation qui raisonne ainsi ne peut pas coopérer avec d'autres. Ces images du défilé annuel organisé le jour de la fête nationale ne vont pas contribuer à apaiser les relations avec les États voisins. La présidente en personne passe les troupes en revue. La progression des partis populistes et d'extrême droite indique clairement la direction que nous prenons. Il va se passer exactement la même chose qu'en Hongrie et en Grèce. Le pays est au bord de la faillite, du chaos et de l'éclatement social. Ces questions ne semblent pas prises au sérieux par l'Union européenne. Mais des spécialistes qui ont vécu la guerre des Balkans tirent la sonnette d'alarme. Je ne crois pas que cela risque d'arriver. C'est déjà en train d'arriver. Il y a une brèche béante en Europe du Sud-Est dans laquelle s'engouffre un discours prônant le retour à une souveraineté nationale illimitée. Il y a le peuple serbe, le peuple bosnien et le peuple croate. Et l'Europe regarde ailleurs.
Vous imaginez les conséquences potentiellement terribles que cet aveuglement peut avoir? Les partis d'extrême droite n'ont pas encore pris la barre de la Croatie. Ils se heurtent à une forte opposition et des hommes politiques comme Hasanbegovic sont loin de faire l'unanimité. Pourtant, en Croatie comme ailleurs en Europe, l'extrême droite avance ses pions. Elle se nourrit de la peur pour s'emparer du pouvoir. Où cela peut-il mener? L'histoire du XXe siècle l'a montré. N'est-ce pas justement pour tirer les leçons de ces égarements que l'Union européenne a été créée? Les Européens trouvent normal de vivre en paix depuis 70 ans. Mais ce n'est pas du tout la norme en Europe. Historiquement, une guerre a éclaté toutes les 2 ou 3 générations en Europe.